8h19 sur Europe 1, l'interview de Jean-Pierre Elkabbach est à suivre sur europe1.fr en vidéo. Votre invité ce matin, le ministre du Travail, Michel Sapin. Bienvenue Michel Sapin, bonjour. Surtout aujourd'hui, chaque fin de mois, la même angoisse revient et la question lancinante, comment évolue le chômage? Je vous pose la question ce matin. Vous verrez les chiffres ce soir, comme moi. Ils sont donnés non, mais vous les connaissez déjà. Ils sont donnés dans des conditions qui respectent une déontologie. J'insiste toujours sur ce point-là, parce qu'on doit donner le sentiment que c'est le ministre qui fabrique les chiffres. Donc, ce n'est pas le ministre qui fabrique les chiffres. Ce sont des instituts qui sont indépendants et qui sont les seuls habilités à donner ces chiffres. Alors, la tendance. Vous me demandez les chiffres, maintenant vous me demandez la tendance. On revient toujours à la même chose. La seule chose que je voudrais dire sur cette bataille de l'emploi, c'est que ce n'est pas une bataille au mois le mois. Vous disiez chaque mois revient, le chiffre. Bien. Non, la question c'est quelle bataille sur la durée? Parce que la bataille contre le chômage, elle ne se gagne pas en un mois, elle se gagne sur la durée. Oui, mais c'est ce que vous dites ça de mois en mois. Bien sûr, parce que nous agissons de mois en mois, non pas en fonction de statistiques, mais en fonction d'une réalité qui est la réalité industrielle, la réalité que les Français ressentent, la réalité d'un chômage qui augmente et qu'il va falloir stopper. Et nous stopperons la montée du chômage et nous inverserons la courbe du chômage. Quand? À la Saint-Glinglin? Écoutez, non, la Saint-Glinglin, premièrement, n'existe pas, et deuxièmement, le président de la République nous a fixé ce que j'ai appelé une ardente obligation. Oui. Et cette ardente obligation, c'est de faire en sorte qu'au cours de l'année 2013, nous remportions la bataille du chômage, et nous allons la remporter. Oui, c'est une incantation. Ça. Non, parce que je peux vous décrire les outils. Non. Alors, vous voyez, vous ne voulez pas qu'on parle des choses concrètes. Mais bien sûr. Une bataille du chômage, ça ne se gagne pas par les mots, ça se gagne par les actes et par les décisions. Ça veut dire qu'encore, pendant quelques mois, le chômage va continuer à augmenter. Vous savez d'ailleurs préparer les esprits pour déminer, mais vous arrivez moins bien à faire reculer le chômage. Enfin, déminer, reculer le chômage. Aujourd'hui, la situation est mauvaise. Elle l'est non pas depuis 6 mois ou depuis 9 mois, elle l'est depuis 19 mois. Donc ça fait des mois et des mois, bien avant que nous arrivions, que la machine à fabriquer du chômage est lancée. La crise date de 2007-2008. Oui, mais peut-être, mais il y a eu un moment donné où il y a eu un ralentissement. Je me souviens d'un président de la République qui nous parlait de la baisse tendancielle de la hausse du chômage. Moi, je ne veux pas parler de baisse tendancielle de la hausse du chômage, je veux parler de baisse du chômage. C'est l'objectif, et nous avons des outils, les emplois d'avenir, les contrats de génération, l'accord du 11 janvier, le crédit pour l'investissement et l'emploi. Ce sont des outils concrets qui permettront aux entreprises de recréer des emplois et au chômage de reculer. Tout indique que la promesse d'inverser le rythme du chômage dans 11 mois, parce que maintenant à la fin de l'année c'est dans 11 mois, ne peut pas être tenue. Mais pourquoi vous ne dites pas qui est tout 2014? Tout indique. Présentez-moi Monsieur Tout. Et je démontrerai à Monsieur Tout il arrive. Bien, que Monsieur Tout arrive, et je vais démontrer à Monsieur Tout pourquoi nous allons faire reculer le chômage au cours de cette année 2013. Vous prenez des risques. Vous ne prenez pas des risques en le disant? Si en politique on ne prend pas des risques, mais avec une croissance nulle, une croissance qui va faire 0,3%, comment vous allez rien? Mais alors il faut mettre à la poubelle tous les experts. Non, il ne faut pas mettre à la poubelle les experts. Tous les gens qui fabriquent des chiffres. Monsieur Elkabbach, la différence, et c'est normal, entre un commentateur ou un statisticien ou un économiste et un homme politique, c'est que l'homme politique agit. Et nous agissons. Nous prenons des décisions. Aujourd'hui, nous discutons au Parlement, ça a été adopté à l'Assemblée nationale, le contrat de génération pour aider les entreprises à embaucher des jeunes, parce qu'il y a beaucoup trop de jeunes aujourd'hui au chômage, tout en maintenant un plus âgé dans l'emploi. Parce que jusqu'à présent, on embauchait un jeune et on poussait le plus âgé en dehors de l'emploi. Est-ce que je peux vous poser quelques questions? D'abord, je vais arriver au contrat d'avenir et aux emplois d'avenir. La suppression de la défiscalisation des heures supplémentaires devait favoriser la création d'emplois. Combien d'emplois nouveaux sont créés depuis que vous avez supprimé la défiscalisation des heures supplémentaires? C'était une machine à créer du chômage. Donc, c'est pas une machine ça aboutissait à ce que, vous le savez bien... Donc, inversement, ça crée des emplois. Vous le savez bien, ça aboutissait à une situation où, au lieu d'embaucher quelqu'un, on payait des heures supplémentaires de plus. Donc, ça a été un outil qui, au cours des derniers mois, a favorisé la montée du chômage. Nous l'avons supprimé. C'est un outil négatif. Mais moi, je préfère les outils positifs. Faisons-nous pour? Ce que nous faisons pour, c'est l'ensemble des outils que vous ne voulez pas aborder pour les emplois, mais qui sont très concrets, très précis, et je le pense très efficaces. Parce que vous les expliquez régulièrement. Pour les emplois d'avenir, Michel Sapin, financés à 75% par l'État, votre objectif, vous l'avez répété, c'est 100 000 fin 2013. Vous avez entendu le reportage de Pierre-Baptiste Vanzini tout à l'heure. Le monde associatif, qui représente 10% de l'emploi privé, est plutôt réticent. Il dit qu'il n'a pas les moyens de les former dans certains cas. Par exemple, là, c'était le sport, les encadrer. Est-ce qu'il y a un geste de votre part pour les aider? Non, parce que
quel est l'objectif des emplois d'avenir? C'est pas tous les jeunes, c'est pas dans toutes les entreprises, c'est faire en sorte que ces 500 000 jeunes qui sont sans emploi et sans formation retrouvent un espoir et un avenir. C'est plus difficile d'embaucher celui qui est pas dans l'emploi, qui est loin de l'emploi, qui n'a pas les habitudes qu'il faut dans l'emploi et qui n'a pas de formation. C'est plus difficile, mais justement, c'est pour ça que nous versons 75% du salaire. Alors je comprends qu'il y ait des associations qui préféreraient embaucher un bac+5 plutôt qu'un bac-4. Mais c'est ceux-là, c'est ceux qui n'ont pas eu l'occasion, qui n'ont pas eu la possibilité, à qui il faut redonner une chance. Alors que chacun leur tende la main, nous faisons l'effort, l'État, c'est-à-dire les contribuables, nous faisons l'effort, que chacun fasse le même effort pour les accueillir, les accompagner, les former. Vous allez transposer l'accord des partenaires sociaux du 11 janvier sur la réforme du marché du travail. La majorité socialiste a-t-elle la liberté de changer, d'amender ou de modifier l'accord, ou elle doit voter le texte tel quel? Et d'abord, quel est le calendrier? Oui, alors, le calendrier, nous travaillons à la transposition de cet accord. L'accord, c'est pas la loi, c'est pas un décret, c'est pas des textes juridiques, il faut en faire des textes juridiques. Le Conseil des ministres du 6 mars prochain adoptera le texte, si le président de la République le présente, mais je pense que c'est le calendrier qu'il souhaite, et nous débattrons dès avril de ce texte qui sera applicable dès le mois de mai. Sur le front du chômage, il faut aller vite dans tous les outils que nous mettons en œuvre. Alors, ensuite, vous me dites quelle est la liberté. Mais la liberté des députés est totale, elle est constitutionnelle. Donc la question n'est pas de savoir s'il y a une liberté ou pas de liberté, elle est totale cette liberté. La question c'est qu'est-ce que ça veut dire pour un gouvernement? Mais nous avons donné la réponse. Ou pour un Parlement, qu'il y ait eu un accord majoritaire entre partenaires sociaux. C'est une révolution. C'est fondamental. C'est ça, c'est une révolution. Fondamental. C'est pas la première fois, mais c'est la première fois depuis 40 ans que sur tous les sujets qui concernent ce qu'on appelle le marché du travail, il y a un accord majoritaire entre partenaires sociaux. De ce point de vue-là, c'est extrêmement important et c'est la raison pour laquelle il faut transcrire cet accord, le respecter loyalement. Donc la majorité jouera son rôle, oui, elle débattra, mais elle votera le texte. Et jouer son rôle pour une majorité, c'est prendre en compte l'équilibre d'un accord majoritaire entre partenaires sociaux. En France, on peut réformer en profondeur sans être dans la guerre civile. Michel Sapin, la Cour des comptes, grâce à François Hollande, grâce à Michel Sapin, grâce à Jean-Marc Ayrault. La Cour des comptes vient d'alerter sur la crise ou le drame de l'assurance chômage, dont le déficit ne cesse d'augmenter. La dette atteindrait, fin 2013, 18 milliards et demi. Elle est trop généreuse, mal ciblée. Et vous avez dit qu'il faut prendre des mesures anti-déficit. Lesquelles? Alors d'abord, c'est les partenaires sociaux. Alors typiquement, vraiment, hein, c'est pas une manière de se défausser. L'assurance chômage est gérée par les entreprises et les syndicats. Mais est-ce que vous, qui êtes le ministre, vous reconnaissez des abus ou des gaspillages? Mais ce n'est pas la question des abus. Vous pensez qu'on fait 15 milliards de dettes accumulées avec des abus? Oui. Vous pensez... Non, on ne fait pas 15 milliards Demandez d'abus. à la Cour des comptes. Ça n'est pas exact. Ce n'est pas ce que dit la Cour des comptes. Évidemment, ce ne sont pas les abus qui aboutissent à une diminution, à un déficit croissant. C'est la situation sur le front du chômage. Donc le meilleur moyen pour rééquilibrer les comptes de l'assurance chômage, c'est qu'il y ait plus de gens au travail et moins de gens au chômage. C'est quand même une évidence. Oui, bien sûr. Donc c'est la première manière pour agir. Mais il faudra... Non, il faut. Nous décidons les emplois d'avenir, les contrats de génération, l'accord sur la sécurisation de l'emploi. C'est ça qui nous permet de gagner, y compris sur le front du déficit de l'assurance chômage. Sur Renault, avant qu'il soit publié, l'État, qui est actionnaire à 15%, avait été mis au courant des projets sur l'emploi, etc., etc. Est-ce que l'État peut empêcher la fermeture des sites si Renault le décide et en a besoin? Mais il ne s'agit pas d'empêcher. Il s'agit de faire en sorte, et nous pouvons jouer notre rôle auprès de la direction de Renault, mais aussi auprès des organisations syndicales, pour qu'il n'y ait pas de site fermé, pour qu'il n'y ait pas de licenciement. Le plan qui aujourd'hui est discuté entre partenaires dans l'entreprise ne contient ni fermeture de site, ni licenciement. C'est plutôt une bonne direction. J'aimerais bien que ce soit comme ça dans toutes les entreprises de France. Vous avez déclaré au journal du dimanche, si une entreprise est obligée de licencier, pourquoi retarder l'inéluctable? Bien sûr. Au risque de perdre davantage de postes, donc Renault, Peugeot, Virgin, etc. etc. Non, mais Renault ne licencie pas. Renault est en train de mettre en place un plan qui, je l'espère, c'est la négociation. Et de ce point de vue-là, je suis aux côtés aussi des organisations syndicales, sans licenciement et sans fermeture de site. Je le répète, j'aimerais qu'il en soit ainsi dans toutes les entreprises. Merci Michel Sapin, merci Jean-Pierre. Votre rendez-vous, le grand rendez-vous, pardon, invité c'est dimanche à 10h. Brice Hortefeux, vice-président de l'UMP, ex-ministre, président de l'association des Amis de Sarkozy. Il a promis de surprendre. On va voir ça. Ce sera dimanche matin donc.